Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui on est là pour parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai voulu dire Spider-Man mais j'ai dit Spider-Man finalement. Un film que beaucoup de gens attendaient suite au carton interstellaire du premier, n'empêche. Mais c'était pas un énorme carton, c'était pas un No Way Home, il a fonctionné très bien. En tout cas les retours. Il y a eu un énorme bouche à oreille, les critiques étaient dithyrambiques et finalement il y a eu toute une campagne de promo jusqu'aux Oscars où il a finalement coiffé au poteau les Disney, les Pixar pour remporter la statuette. Et ça, c'est quand même énorme, je trouve. Parce que c'est vrai que le premier film était exceptionnel. On en avait parlé ou pas? Je sais plus. Non. Ben justement, il n'y avait pas trop. En plus, il était sorti entre deux gros films. Ouais. En tout cas, en France, il n'avait pas bénéficié d'une grosse couverture. Et surtout qu'ils avaient adapté le titre avec un anglicisme un peu nul. Le premier film s'appelle Into the Spider-Verse. Donc voilà, comme Spider-Verse, le deuxième, c'est dans le titre. Tu sais où est-ce que tu vas. Et là, c'était New Generation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est autant mettre un titre français, quoi, à ce compte-là, quoi. Quand il y a génération dans un titre, en général, c'est pas très bon. Toujours ça, c'est les mêmes noms, quoi. C'est New Generation ou alors Crazy, Stupid. En tout cas, le premier film a été un carton, effectivement. Au niveau des critiques, ça a été dithyrambique. Tout le monde avait applaudi le truc. Et du coup, est-ce que ce deuxième film sera à la hauteur du premier? Parce qu'il y avait quand même une sacrée attente et il y a eu beaucoup de com dessus. Ça fait un moment que j'ai l'impression qu'on en parle de ce film. Donc on va voir ça avec une partie no spoil et une partie spoil, et on va commencer par la partie no spoil. Alors, sans spoil, je vais essayer de résumer le film sans rentrer dans les détails. Gwen, Spider-Woman, et Miles Morales, Spider-Man, vivent dorénavant dans leurs dimensions respectives depuis la fin des événements du premier opus. Donc tout se passe bien, chacun vit sa petite vie. Quand soudain, un ennemi débarque dans la dimension de Gwen, mais cet ennemi est un peu bizarre, il semblerait venir apparemment d'une autre dimension. Gwen l'affronte, mais elle va vite se retrouver en difficulté, sauf qu'elle va venir se faire aider par une bande d'autres Spider-Man venus d'autres dimensions, qui sont des policiers dimensionnels, à peu près, on va dire ça. Et il se trouve que, elle va peut-être, grâce à ça, trouver le moyen d'elle-même rejoindre cette bande et peut-être de pouvoir revoir Miles Morales, qui, lui, pendant ce temps-là, lui manque cruellement, dans les deux sens d'ailleurs, il se manque cruellement les deux. Donc voilà, est-ce que ça va? C'est difficile à résumer. Parce que je vais pas aller plus loin. Ouais. Là, on est sur le début du film, mais il se passe d'autres choses, mais on peut pas trop divulgacher. C'est vrai qu'effectivement, les deux personnages sont pour le coup aussi bien traités que l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est mis de côté. C'est pas juste le film de Miles avec Gwen en personnage secondaire. Les deux sont bien mis en avant, les deux ont une bonne histoire, les deux ont un bon background. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, finalement? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment la suite de tous les possibles. Non, je voulais dire ça. Non, mais où ils se sont fait plaisir, parce qu'en termes de durée, je crois que le film fait 2h20, ouais. Et le film est ultra généreux, quoi. C'est vraiment, c'est presque de l'étouffe chrétien, tellement qu'ils se sont fait plaisir en termes d'animation, de nervosité. Ton défi du jour de placer l'étouffe chrétien. Ouais, j'ai gagné un paquet de demi-cadeaux. Et en termes de patte graphique aussi, je veux dire, ils sont en train de brouiller de plus en plus les pistes entre le comics et le film d'animation. Quand tu vois la mise en scène, enfin, tu vois vraiment que ça c'est découpé en cases, mais de manière maligne, c'est-à-dire c'est fluide. Ça épouse la narration et la mise en scène et l'action, je veux dire. Pas comme le Hulk de Ang Lee où quand t'as les transitions, c'est regardez, c'est un comics, on va mettre des cases de BD qui se tournent et qui machin. Non, là c'est vraiment c'est inclus dans la diégèse. Il y a même des petites nouveautés, ne serait-ce que les petites définitions quand il y a un terme un peu bizarre, qu'un personnage. C'est du demi-spoil, on va dire, mais il y avait un peu ce genre de choses, il y avait des cases qui apparaissaient déjà dans le premier, mais là, ils poussent encore plus loin le délire, et d'ailleurs, il y a des personnages qui viennent d'univers un peu, de comics, qui ont leur patte graphique à eux, voilà, donc je ne vais pas en divulgacher plus, mais voilà, du coup, le personnage épouse ce trait, le trait artistique en question, et voilà, ils ont poussé le délire à fond, et quand t'es un peu fan de patte artistique poussée, c'est vraiment agréable. Il y a de très nombreux styles différents, et voilà.
Je sais qu'ils ont beaucoup axé la communication de ce film autour de la scène où il y a plein de Spider-Man. Ils ont quasiment montré que ça d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que tout le monde s'est fait plaisir avec les easter eggs de regardez, c'est le Spider-Man, c'est spectaculaire Spider-Man qui vient de la série de 93. Mais je fais bref. Il y a énormément de clins d'œil si tu connais, ne serait-ce que déjà les comics de base et les jeux vidéo, les films, tout ce qui a été fait de près ou de loin vis-à-vis de Spider-Man est adapté dedans. Mais Dieu merci, c'est archi secondaire. Oui, bien sûr, c'est de l'easter egg, ça reste au niveau de l'easter egg, c'est-à-dire tu le reconnais pas, c'est pas grave, ça vient pas te polluer, c'est pas un truc qui t'arrive au visage, tu connais. Non, ça passe vite et tu fais ah, ok. Mais du coup, c'est agréable à ce niveau-là. Effectivement, et au niveau de la patte graphique, comme tu le dis, là, il y a des pattes graphiques, en fait, puisqu'il y a des passages... Enfin, il y a le passage en animation tel qu'on avait l'habitude de le voir dans le premier, mais il y a des passages où on est quasiment dans de l'artwork. Enfin, il y a des passages, même des passages de dialogue, c'est de tu fais pause, c'est vraiment l'aquarelle. Ouais, voilà, c'est des peintures. Tu appuies sur pause, tu peux l'imprimer, le mettre sur ton mur. C'est magnifique, quoi. Il y a pas de souci. Et c'est lié au personnage, c'est lié aux dimensions aussi, au caractère du personnage, la musique aussi. Moi, j'aime bien comment on identifie. Il y a vraiment une iconisation du personnage. Par rapport à son caractère, à l'environnement dans lequel il évolue. Tu parlais de Gwen, moi je trouve qu'elle est hyper bien caractérisée. Franchement, elle était bien développée dans le premier, mais là c'est vrai qu'il pousse le curseur au-dessus. Le début du film, il se focalise beaucoup sur elle. Enfin voilà, Miles rentre en scène assez pas tard, mais pas en premier. Voilà. Il faut quelques minutes quand même. Effectivement, exactement. Au début, ça parle beaucoup d'elle. Et ça alterne bien, parce que ça passe régulièrement de passage entre Gwen, puis ça revient sur Miles, puis ça repart sur Gwen. Ça alterne relativement bien, en fait. Même si on a l'impression, quand on voit les trailers, tout ça, toute la campagne, on a l'impression que voilà, le film va se focus sur beaucoup de personnages, beaucoup de Spider-Man et Women. Et en fait, non, c'est quand même l'axe, c'est quand même ces deux personnages-là, c'est Miles et Gwen Stacy, quoi, Spider-Gwen. Et le film prend son temps, faut le dire. Ça, c'est un truc, on en parlait vite fait à la fin du film. C'est que peut-être, toi, tu as trouvé qu'il y a certains passages qui traînaient un petit peu trop. Ouais, moi j'ai quelques réserves. Je sais pas si je vais en parler en spoiler, histoire de pas gâcher. Spoiler, tout ça. Mais c'est vraiment du pinaillage dans un océan de. Voilà. Parce que oui, ce film est la première partie d'un film en deux parties. Et donc, c'est vrai que tu te dis, putain, parce que le film il dure quoi, 2h 2h20, ouais. 2h20, donc moi je pensais qu'ils avaient oublié, j'avais lu la news dans un magazine, j'avais lu l'article, et vu qu'il n'y a pas de partie 1 ou machin, enfin un chapitre, enfin. Je me suis demandé s'ils n'ont pas fait ça pour ne pas faire peur aux gens, en mode genre, oh là là, il y a 2 films à voir, tu vois. En même temps, on est un peu habitué, même si c'est vrai que les Marvel, il n'y a pas marqué partie 1, partie 2, tu sais, ils changent de sous-titre, quoi, Infinity War, Endgame. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai vu la durée du film, je me suis dit 2h20, ils vont peut-être résoudre toute l'intrigue dans ce film-là. Non. Et pas du tout, effectivement, il y a un cliffhanger, l'histoire n'est pas terminée. C'est pas du tout Infinity War, quand ça se termine, c'est une fin de film en soi, tu vois. C'est pas, tu pourrais ne voir qu'Infinity War et quand même être satisfait. Là, c'est vraiment, le truc se finit au sommet d'une action, les personnages te regardent, paf, fin. Donc c'est vraiment comme une fin d'épisode. Et c'est là où ça peut être un peu frustrant, parce qu'on sait que la partie 2, elle va arriver dans 5 ans, quoi, tu vois. Donc, ça, par contre, je connais pas les coulisses. Je sais pas s'ils ont réalisé les 2 films en parallèle, tu vois. C'est le cas quand ils décident de faire en amont une trilogie, ils font les 2 opus en même temps. Comme pour les Avatars, par exemple, le 3 a été tourné en même temps que le 2. Là, on sait pas du tout. Aucune nouvelle. Même à la fin, il n'y a pas de teasing de date, ni rien du tout. C'est rendez-vous à la fin de l'année, pas de scène post-crédit. C'est frustrant à moitié parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le film, donc quand même, tu as eu ta dose. Tu sais, tu te dis pas, oh mon Dieu, j'aurais pris 1 heure de plus. Non, ça va, 2h20, c'est quand même satisfaisant. Et c'est pour ça que tu te poses la question, tu te dis, mais par rapport à ce qui reste à raconter, est-ce qu'il y a beaucoup de surprises? Est-ce qu'ils en gardent dans les manches? Je pense qu'on va en parler en partie spoil, parce que c'est vrai que quand le film se termine, tu te dis, en fait, tous les éléments de l'intrigue ont été posés. Les personnages sont en place pour l'action finale, et pas cut. Et ça finit là. Et du coup, tu te dis, mais attends, c'est quoi le film suivant? Ça va être que de la bagarre, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Donc, Parce que je veux bien croire, évidemment, je pense que Sony, ils ont piffé le filon. Et donc, évidemment, comme tout, Twilight, Harry Potter, tous les derniers opus coupés en 2 et milqués pour en faire 2 films et plus d'argent. Mais là, je pense qu'il y a une volonté, parce que ces films-là, ils sont quand même définis par leur identité, qui tranchent un peu avec ce qui se fait en termes de super-héros. Il y a un espèce de renouveau de l'animation. Tu regardes chez Disney, ils ont changé un peu leur patte graphique. Le dernier Tortue... Ils reviennent en arrière, effectivement, chez Disney aussi. Ils reviennent vers un truc qui est... Enfin, c'est toujours de la 3D, mais ils font des efforts pour que ça ressemble à de l'animation, maintenant. Ils font de la fausse 2D. Et je voulais citer notamment le dernier Tortue Ninja, là, qui est produit de chez Seth Rogen, qui a cette patte aussi très Spider-Verse. Donc je pense que le film, de par sa popularité, il a marqué il y a un avant et un après...
Spider-Verse, quoi. Et en termes d'animation... C'est la course aux Oscars. Hein. Quand quelqu'un gagne aux Oscars, tout le monde court après. Je sais pas, après il faut cocher plein de cases, hein, parce que le film précédent, c'est pas que sur sa patte graphique. Oui, bien sûr. Il était bien écrit, les personnages étaient touchants, les scènes d'action étaient folles. La musique, hein, on n'en parlera pas. Enfin, je veux dire, là aussi, je trouve que peut-être elle est un peu moins marquante. Après, on l'a vu il y a pas longtemps, enfin, c'est tout frais. C'est tout, on l'a vu ce matin. On n'a pas eu le temps de s'imprimer encore les musiques dans la tête, mais moi, le thème de Gwen, je le trouve trop bien. Et comme tu disais, c'est aussi, il y a des passages émouvants. Hein. Il y a des passages, parce que ça raconte aussi, il y a tout un tas de passages qui parlent de Miles, de ses parents, de la relation avec ses parents, de qu'est-ce que c'est qu'être un parent aussi, la parentalité, elle est beaucoup dans le film, que ce soit entre Gwen et son père, Miles et ses parents. C'est pas juste le Spider-Verse, c'est rigolo, il y a plein de Spider-Man. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en vrai, c'est même plutôt mineur, en fait. Toute l'histoire des il y a plein de Spider-Man. Ouais, c'est presque, je vais pas dire la Doctor Strange, on n'est pas encore, c'est-à-dire le monde où on traverse au feu rouge à la place du feu vert. Mais on n'explore pas non plus des 13 000 de mondes différents, quoi. Parce que voilà, on en parlera... C'est juste utile à l'histoire. C'est ça, on en parlera dans la partie spoil, mais en vrai, des Spider-Man utiles, t'en as 4, quoi. Enfin, le reste est archi secondaire. C'est pour montrer que cet univers-là existe, quoi. Mais c'est tout. Et c'est pas plus mal en même temps, parce que ça aurait été un peu pénible. Moi, j'aime bien qu'on se fixe sur des personnages et on les suit à eux, tu vois, et ça devient intéressant, quoi. Oui, bien sûr. Donc, globalement... très satisfait. On n'a pas parlé de l'animation en plus, hein, quand même. Moi, je trouve que le film, c'est un peu un ovni dans ce qu'on appelle les films d'animation, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais les films un peu calibrés pour les enfants, les films un peu mignonnesques, j'ai envie de dire. On n'a pas ça parce que je le trouve un poil moins drôle. Il y a des vannes, mais c'est pas aussi bien dosé que le premier, je trouve. Parce que la thématique est assez lourde et grave. Parce que le ton est grave, parce qu'il y a autour de ce truc de parentalité, il y a tout un truc qui parle de la mort aussi, d'une manière générale. C'est ça, de gros dilemmes moraux en fait. Ça, c'est très lié à Spider-Man. Est-ce que t'es prêt à sauver une personne ou le monde, machin, vas-y, choisis. C'est le dilemme du trolley en fait. Hein, c'est ça, mais même la genèse de Spider-Man, c'est ça, quoi. Il est devenu Spider-Man parce qu'il a perdu son oncle. Sans ça, il pourrait pas sauver d'autres personnes. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là qui est évidemment poussé... Il y a tout un truc autour de la mort, de la nécessité du sacrifice, en fait, sans aller dans le... C'est ça, donc c'est moins la poilade. Effectivement. Et du coup, voilà, en ça, je trouve que c'est une anomalie dans le paysage des films Banana, Prout Prout, Les Mignons. Enfin, voilà, si tu mets... moi, mon neveu, il est fan de Spider-Man, donc lui, il est déjà dans la salle, à mon avis, il n'en peut plus. Mais je sais pas si c'est un truc... tu vois, c'est pas comme les séries animées Spider-Man, où Spider-Man fait des vannes tout le temps aussi. Ouais, c'est pas pareil. On est vraiment sur j'allais dire, c'est péjoratif aussi de dire ça, un vrai film de cinéma, mais le film d'animation est un film de cinéma, ne faisant pas de distinction. Mais après, voilà, c'est vrai, pour parler de l'animation, globalement, en fait, c'est difficile d'en parler, parce que c'est juste fantastique, en fait, c'est exceptionnel. Il y a peut-être quelques moments où j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop. En mode genre, c'est bon, calmez-vous sur les effets de lumière, les partout, les flashs, les particules. Il y a des fois où c'était un peu trop, et où c'était un peu trop gratuit, où ça nuisait un petit peu vite fait à la lisibilité, mais c'est vraiment un peu du chipotage pour du chipotage. Sinon... Ils sont carte blanche et ils sont fait plaisir. Vu que le premier a cartonné, qu'ils savent qu'ils vont faire des sous avec celui-là, quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas de limite en fait. Ils n'avaient pas d'obligation de faire un film court, donc ils sont allés à fond et ça marche, hein, franchement, c'est très très cool. Non, ça marche, effectivement. Partie spoil ? Partie spoil. Partie spoil. Ok, donc si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé, ça serait dommage. Même si en même temps, il n'y a pas grand-chose à spoiler en fait. Il n'y a pas la révélation de fou de « Oh mon Dieu, lui c'était lui, machin, il fait pas ça, non, ça va ». Je me fais souvent avoir, moi, dans les films où tu sais, il y a des twists à la fin, je suis toujours à côté de la plaque, j'imagine un truc complètement tiré par les cheveux, et c'est souvent évident, tu fais « Ah oui, c'est vrai que c'était ça, ok ». Et là, la fin, c'est un peu cousu de fil blanc, tu le vois arriver... Après, le build-up est très bon, hein, parce que et prend son temps, le build-up aussi. Effectivement, prend son temps, le build-up. Donc, partie spoil, donc, pour résumer un peu ce qui se passe, donc, Gwen rejoint cette espèce de patrouille temporelle, un peu bon gré mal gré, parce qu'elle se retrouve un peu emmenée dans un combat contre un méchant qui venait d'une autre dimension. Et du coup, profitant de ces nouvelles capacités de voyage entre les dimensions, entre guillemets, et faisant partie de cette police, eh bien, un jour, elle se retrouve à aller dans le monde de Miles Morales
pour arrêter un méchant qui porte le nom de la Tâche, je crois en français, il me semble. The Spot, ouais, la tâche, ouais. La Tâche, qui a la capacité normalement à la base de créer des tunnels, mais parce qu'il se bat contre Miles Morales et que Miles Morales ne le prend pas trop au sérieux, eh bien ce méchant va essayer d'augmenter ses pouvoirs et ce faisant, eh bien il va devenir une espèce de grosse anomalie temporelle qui met en danger tout le multivers et donc eh bien la police temporelle avec Gwen dedans va être emmenée à aller essayer de l'arrêter, sauf que forcément elle va en profiter pour aller voir Miles Morales qu'elle n'a pas vu depuis un certain temps et ça va déclencher toute une série d'événements, etc. Dont notamment Miles Morales qui va se dire bah, fuck it, je suis Gwen parce que ça a l'air cool ce qu'elle fait, donc je vais aller voir. Et eh bien, en faisant ça, il va également déclencher toute une série d'autres événements qui risquent lui-même de mettre en danger tout le multivers. Voilà. Pas la poilade, beaucoup le danger, la mort, ouais. Beaucoup le danger, la mort, parce qu'effectivement, on parlait du thème de la mort avant. C'est quoi ce thème de la mort? C'est qu'il y a un truc qui définit tous les Spider-Man, et on te raconte ça dans le monde des Spider-Man, c'est que les Spider-Man sont définis par la perte d'un être cher. Et tu es un peu obligé, c'est un peu le passage obligé, pour devenir Spider-Man, de perdre quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un qui doit mourir dans l'univers des Spider-Man, dans les proches de Spider-Man. Et si tu essayes de l'empêcher, tu risques de tout foutre en l'air. Et du coup, Miles, lui, il dit non, moi je refuse, je vais essayer de sauver tout le monde. Voilà, en gros. Après, le truc qui est triste, c'est que lui, il a déjà perdu son oncle. Et en fait, les deux, même. Parce que, ouais, voilà, on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, en rentrant en contact avec ce Spot, enfin, en fusionnant un petit peu avec son pouvoir, il a un pouvoir psychique de vision. Enfin, il arrive à voir le futur à travers les pouvoirs de The Spot. Je résume grosso modo. Il peut voir l'avenir, et l'avenir, voilà, prédit la mort de son père, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qu'il va empêcher à tout prix. Et moi, j'aime bien aussi, petite parenthèse sur le méchant, le vilain, The Spot, qui est présenté de manière ridicule. Oui. Et qui a des pouvoirs, mais qui sont très rigolos, en fait, qui ouvrent des portails, c'est portal. C'est ça, mais ça ouvre des possibilités en termes de mise en scène. Ils en jouent à fond. Il se passe plein de scènes qui sont très gaguesques, en fait, très slapstick. Et mais on se rend compte qu'en fait, qu'il a un pouvoir de malade. De taré, ouais. Et de ce qu'il va devenir, en fait, c'est ultra menaçant. Et ça, moi, j'aime bien ce côté-là aussi. Au début, c'est vrai que tu le prends un peu ridicule, sauf qu'il est un peu gras. Effectivement, il n'est pas taillé. Un peu donnant. Il essaye de voler un ATM, donc un espèce de distributeur de billets. Donc au début, il est ridicule et Miles le bat en mangeant un sandwich, quoi, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Mais les dernières scènes vers la fin du film où il apparaît, il est en mode terrifiant, il fait peur, quoi. Même la musique... Et lui, il a sa patte graphique aussi, il est très crayonné en noir et blanc, c'est magnifique. Même la musique, quand il apparaît, elle est déformée à la fin, en mode genre vraiment... ultra menaçante, ouais, bien sûr. Je sens qu'il a le pouvoir vraiment d'annihiler les dimensions, quoi, en fait. Moi, j'aime bien cette évolution de personnage, elle est vraiment très très cool. Effectivement. Et ce petit twist aussi, désolé, je te coupe, c'est ça aussi qui m'a un peu surpris, même si c'est pas un vrai twist, mais c'est qu'on se rend compte... Il y a un peu, enfin non, c'est pas redcon réellement, c'est-à-dire on revient sur les événements du premier, mais on te rajoute des informations que t'avais pas. C'est qu'apparemment l'araignée qui a mordu Miles dans le premier ne faisait pas partie de l'univers de Miles, ce qui fait que le fait qu'ils aient une interaction, ça crée une anomalie. Et ce qui fait que Miles n'aurait jamais dû être Spider-Man en fait. Et c'est pour ça qu'il est pourchassé par tout le Spider-Verse en fait. Oui, enfin plus tard, en fait c'est pas au début, c'est juste que du coup il a privé, il y a un des mondes dans lequel il n'y a pas de Spider-Man. C'est ça. Parce qu'il l'a privé, ce monde, de son Spider-Man, parce que justement, c'est le The Spot, là, qui, avant d'être... sans envie de dire, on voit l'origine de The Spot, où c'était juste un personnage que tu vois apparaître une demi-seconde dans le premier film, et tu t'aperçois que, eh bien, c'est comme ça, il est devenu... il s'est pris un truc dans la gueule, victime secondaire, machin, etc., et c'est comme ça qu'il devient... Il travaille sur le Collider, enfin, les mêmes expériences qu'on voit dans le premier film, mais dans une autre dimension, il me semble. C'est ça. Du coup, maintenant, tu peux parler de tout. Toi, tu disais que tu avais trouvé un petit peu le passage avec les parents un petit peu long. Un peu longué, surtout qu'en plus, on comprend, enfin, tu comprends tout à fait la dynamique qu'ils ont. Ils essaient de protéger leur fils, tout ça, machin, qu'ils prennent pas un chemin, voilà, qui deviennent un truand, tout ça. Il y a tout le côté classique de super-héros, de Miles qui est tout le temps obligé de se barrer pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Et du coup, il y a ce truc, qu'est-ce que tu fais? T'es jamais là, t'arrives tout le temps en retard. Enfin, voilà. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça un peu exagéré. Ils en font des caisses et puis, alors que voilà, je sais pas, il se pointe, il arrive 5 minutes à la bourre avec des gâteaux, quoi. T'as envie de dire ça va, il arrive pas avec une seringue d'héroïne dans le bras. Enfin, tu vois, je trouve Miles, je le trouve plutôt clean, tu vois. Il serait ultra décalé, il aurait des bleus partout sur la gueule, tu vois, des cicatrices. Tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, tu sais, on a peur pour toi. Et là non, tu sais, il a l'air plutôt cool et puis
la manière dont il arrive un peu à la bourre au rendez-vous, tu vois, quoi, c'est un conseiller d'orientation, je sais Au plus. début, ouais. C'est tourné de manière comique, tu vois, et puis il arrive un peu en retard, mais ça va, tu vois, il marque bien, il est toujours stylé. Donc je trouve que, je sais pas, ils en font un peu des caisses. Enfin, je trouve que la scène sur le toit, Après, où ils font des longs discours, tout ça, j'ai trouvé ça un peu. Je pense que c'est plus le côté que la conseillère d'orientation le dit à sa mère. Il vous ment et vous savez qu'il vous ment et vous savez pas pourquoi il arrive en retard, mais vous savez qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est plus dans ce côté-là, je pense qu'il Ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai trouvé que les actes de Miles ne justifiaient pas autant d'inquiétude. Enfin, Moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pile ce qu'il faut. C'est trop, ça aurait été trop, et moins, il y aurait peut-être manqué un truc. C'est pile ce qu'il faut pour développer vraiment la relation, notamment les deux, et c'est ça qui est surprenant, c'est normalement dans les relations genre enfants super-héros avec des parents normaux, tu dis toujours, c'est tout le temps plus le père ou tout le temps plus la mère. Là, les deux parents ont vraiment leur importance, leur caractère. La mère, elle est super attachante. Le père, il est attachant aussi. C'est vraiment, le père de Gwen aussi est attachant. J'ai préféré la dynamique avec le père de Gwen, où tu le sens beaucoup plus désabusé et tout. Non, c'était super. Le parallèle est vraiment très intéressant, quoi. Ouais, il y a vraiment. Eux, tout ça tourne un peu à la blague aussi, parce que de par leur façon de s'exprimer, tout ça. C'est ça, oui. Le côté bien latino, bien trempé de la mer. Trempé de la mer, etc. C'est un peu cliché, effectivement. Mais ça passe, comme non, mais c'est très bien fait. Je trouve que c'est un peu longué. Je trouve que ça. Après, c'est le film qui prend son temps. Oui, voilà. Et il a raison avec le recul. Je l'ai vu qu'une fois, donc peut-être au deuxième visionnage, ça passera mieux. C'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est vrai que le film prend son temps. Vu que forcément rien n'est résolu à la fin, du coup, tu as le temps de bien prendre. Parce que surtout qu'on te présente plein de choses comme ça, des éléments de la vie de tous les jours de Miles, de Gwen, tout ça. Et en fait, les véritables enjeux arrivent au milieu du film, j'ai l'impression. À partir du moment où il passe dans l'autre dimension, donc c'est ça, où tu comprends bien après la moitié du film. C'est ça qu'il faut stopper Miles, enfin, il faut l'empêcher d'évoluer dans son monde. En fait, c'est ça, en fait, ils veulent l'emprisonner. Ils veulent l'emprisonner, enfin non, pas l'emprisonner, mais ils veulent le renvoyer dans sa dimension et qu'il y reste. Ils veulent qu'il ait aucune interaction avec qui que ce soit d'autres dimensions, parce qu'en fait, au moment donné dans le film, où il voyage dans une autre dimension, il rencontre une espèce de Spider-Man indien, en quelque sorte, et il y a des péripéties, il se passe des trucs, ils poursuivent The Spot dans cette dimension avec le Spider-Man indien, et il sauve l'oncle de la copine du Spider-Man indien, sauf que il aurait dû mourir à cet endroit. Et du coup, ça crée un problème, ça crée des problèmes de faille, et du coup, c'est là où ils se rendent compte que, ah merde, Miles, c'est un fouteur de merde, en gros, en quelque sorte. Sachant que le gang, tout ce gang-là, tout ce gang des Spider-Man multidimensionnels, est dirigé, alors c'est un personnage qui existe ? Oui, bien sûr, c'est le Spider-Man 2099, c'est Miguel O'Hara, bien sûr. D'accord, par un Spider-Man vraiment vénère, du coup ? Qui est pas tant développé que ça dans le film. Tu sens que c'est un personnage fonction, quoi. C'est lui qui gère le truc. Oui, mais ça va. Je pense qu'il va briller dans le second. Il est pas méchant, mais on raconte vite fait sa backstory. Il est pas méchant, mais tu sens c'est le Spider-Man dur, quoi. Ouais, bien sûr. Je pensais qu'il prenait plus de place parce que j'ai l'impression que la promo se focalisait beaucoup sur lui. Ah ouais ? Mais je pense qu'il aura plus de place dans le deuxième parce que vu que là ils sont à la recherche de Miles, enfin ils se retrouvent dans sa dimension avec une petite escouade. À mon avis, ça va être ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a aucun personnage qui est vraiment à jeter, à part peut-être la meuf Spider-Man en moto qui est enceinte, qui est black, là, comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom. Tu vois, elle est un peu à part, quoi. Elle fait. Ça ne sert pas à grand chose, à part je sais pas trop quoi d'ailleurs. Moi je suis un peu dégoûté parce qu'un de mes Spider-Man préférés des comics que je lisais à l'époque de la saga des clones, Ben Reilly, il est tourné en ridicule parce que, évidemment. C'est le rocker ? Non, il est cool, le Spider-Punk, il est vraiment très très cool, je trouve. Non, c'est celui qu'à un moment il chiale contre un poteau dans le Spider-Verse, et à la fin, Gwen lui pique son bracelet téléporteur. Ah oui, c'est un skin du jeu du PSK. Ouais, mais en fait, il était dans la saga des clones dans les années 90, c'est un faux Spider-Man, quoi. C'est Ben Reilly, c'est pas Peter Parker. Et il est doublé par Andy Samberg de Lonely Island, et c'est un perso blague, en fait, justement. Ouais. Donc, est-ce que c'est justement pour se moquer de la saga des clones qui est un peu décriée par les fans? Je sais pas, et du coup ça me fait un peu chier parce que je l'aime beaucoup ce personnage, et il est tourné en ridicule, c'est pas grave. D'ailleurs quelques références aussi, parce que dans Party Spoil, quelques références aux films de chez Marvel, du coup, parce qu'on voit des... Moi je pensais qu'ils avaient évité les Rémi, mais non, on voit l'oncle Ben de Rémi. On voit l'oncle Ben de Rémi, on voit le Spider-Man de Rémi aussi. On voit dans un coin à gauche. Tellement où est Charlie, il faut tellement remater le film pour voir les trucs. Tu vois aussi, tu as en gros plan, tu le vois, les Amazing Spider-Man. Il y a un plan live de Andrew Garfield sur l'oncle Ben. Tu vois le méchant nul de... Merde, le Prowler, non, c'est pas ça ?
Comment il s'appelle, là, l'ennemi de Spider-Man, celui qui met le gant, qui est joué par le mec de Community. Ah oui, Donald Glover, ouais. Glover, voilà, pardon. Qui effectivement est l'oncle Aaron dans les Spider-Man Tom Holland, quoi, du MCU. Et effectivement, il est censé devenir le Prowler, et là, c'est le Prowler qui est capturé, qui est dans une C'est cage. ça, t'as aussi... Mais en live action, il est vraiment en live Il y a action. aussi une mention un peu lourde. Peut-être c'était le seul truc qui était un peu lourd, c'est qu'elle fait « Et je parlerai même pas de Doctor Strange et de ce petit nerd de la dimension 999. » Bon, c'est pas grave. Effectivement, mais c'est bien qu'ils aient envoyé une grotte de nez sur cette phase qui était vraiment nulle. Ouais, parce que non. Mais encore une fois, et d'habitude, ça me dérange quand c'est trop, parce que ça me dérange quand c'est trop et que je les comprends pas. Là, je les ai pas spécialement compris, mais ça m'a jamais dérangé. Ouais, ça sert le message, mais justement, quand ils parlent de à chaque fois, il y a des oncles Ben qui meurent et tout, hop, ils illustrent et tu vois, ah, t'as Andrew Garfield, tiens donc, que fais-tu là ici? Mais non, ça passe très bien. Non. Et puis si t'as pas les refs, pareil, ils te passent au-dessus, tout va bien. Bilan. Ah, bah c'est très très bon. Franchement, c'est une très bonne suite. On va voir comment va se conclure la trilogie, mais en théorie, il y a pas de souci. Enfin, s'ils gardent cette patte graphique, c'est une continuité. Hein. Je pense que le 2 et le 3, ils ont été faits avec la même équipe. J'espère que ça sera pas dans 5 ans, juste. Là, ils sont 3 réals aussi. J'ai regardé juste avant contre la critique. C'est pas les mêmes que le premier film. Mais je pense que c'est la même écurie. Je pense que c'est un peu comme Pixar. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas réels, mais qui sont, par exemple, directeurs d'animation, qui font des storyboards. C'est une rotation. C'est-à-dire c'est toi le prochain qui va devenir réalisateur. Enfin, voilà. Je pense que c'est des gens qui travaillent ensemble. Ça se voit. De toute façon, il n'y a pas de différence. Ça saute pas aux yeux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dans la continuité. C'est pas choquant du tout, quoi. En termes de musique, d'ambiance, de patte graphique. Même si, non, là, ils ont poussé les curseurs. En termes de graphisme... c'est vrai que c'est... Parce qu'un perso comme Spider-Punk, qui est vraiment... je sais plus combien d'images secondes, lui, carrément, t'as l'impression qu'il est... découpé. Qu'il est scrapbooké, ouais. Ouais. C'est culotté, tu peux pas le faire dans un film... Ouais, c'est vrai qu'ils ont aucune limite au niveau de l'animation. Même les scènes d'action n'ont aucune limite. La caméra, elle fait des folies, fait n'importe quoi. C'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent, ouais. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils se font plaisir. T'as un passage avec des Lego. Après, c'est Chris Lord et Phil Miller, donc c'est eux qui ont fait les Lego The Movie, le premier. Donc, mais oui, effectivement, il y a les Lego. C'est très drôle parce que les outils sont dans là, il fait bip bip, il fait les bruits à la bouche. Et vous êtes notre meilleur élément. Non, mais ça passe nickel. Tous les clins d'œil passent très bien, il n'y a pas de souci. C'est clair. Non, vraiment, c'est pour ça, paradoxalement, j'ai rien à dire, j'ai rien à reprocher. C'est dur, ouais, parce que là, on gratte, mais c'est vraiment pinaillé, quoi, ce stade. Rien à reprocher au film, vraiment. C'est vraiment le film ultime Spider-Man, franchement. Le film, il y a aucun trou dans le scénario, il y a aucun truc où je me suis fait, attends, pas du tout. On révèle la fin ou pas? Parce que je voulais juste te parler d'un truc, c'est que... Bon, n'importe pas, techniquement, t'as le droit. Hein. C'est pour ça, c'est que à la fin, Miles essaie de revenir chez lui pour protéger son père, sauver son père, et il se rend compte à la dernière minute. Parce que pour rappel, voilà, on répète, mais c'est qu'ils veulent l'empêcher de sauver son père parce qu'il est censé perdre son père. C'est un événement qui définit les Spider-Man, donc il se bat contre tous les Spider-Man qui essayent qui veulent le garder et dire non, tu restes ici, ton père il va crever et ça fait partie de ta vie. Et lui, il veut faire non, je vais me battre et je vais sauver tout le monde et je m'en fous. Même si, parce qu'il y a ce truc aussi de ah oui, mais si tu le sauves, tu risques de détruire toutes les dimensions, on n'en a pas parlé. C'est ça. Il y a ce truc donc je suppose que ça va être quelque chose qui va être mis en avant plutôt dans le troisième film, je dirais. Ce truc de est-ce que tu vas vraiment sauver ton père, conséquences, quitte à détruire toutes les dimensions de l'univers. Donc voilà, mais ça c'est pas trop mis en avant, mais tu sens que ça va être le sujet du prochain film. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Et du coup, il se retrouve dans cette dimension où il joue la carte du quiproquo pendant un petit moment pour faire monter la sauce. Et tu sens que la direction artistique aussi de ce New York-là, elle est très verdâtre. Tu dis, mais que se passe-t-il? Déjà, c'est très beau. Mais et tu te rends compte, voilà, de plus en plus qu'effectivement, l'oncle de Aaron n'est pas mort et il est toujours vivant. Est-ce que c'est lui le Prowler? Non, mais il est toujours maqué dans des histoires avec le Prowler, donc le vilain, et on se rend compte que le Prowler, en l'occurrence, c'est le Miles Morales de cette dimension. C'est ça. Et en réalité, en fait, quand il y a une espèce de machine qui renvoie les gens dans leur univers, elle a analysé l'ADN de Spider-Man, sauf qu'elle a renvoyé vers la dimension... D'où vient l'araignée? D'où vient l'araignée. Donc ça aurait dû être une dimension avec un Spider-Man, sauf qu'il n'y en a pas dans cet univers, donc il n'y a que Miles Morales en Prowler. Exactement. Et moi, rien que ce court moment, j'ai trouvé ça cool parce que quand il enlève son masque, on voit l'autre Miles avec des petites des breads, comme on dit. Des dreads. Et la façon dont il joue, tu sens qu'il va la jouer plutôt vilain. Et je trouve que l'acteur, sur quelques mots, tu sens vraiment que c'est un autre personnage. Et je trouve ça très très cool. Ouais. En termes d'acting, d'avoir cette finesse de bien passer sans que ce soit caricatural. Je suis méchant, non. C'est très sobre, c'est très je suis Miles Morales. Mais il le dit sur un ton. Je trouve qu'ils sont nés
nailé le truc, c'est... Oh, alors quand ça joue bien, Il y a plus j'adore. une dimension du mec qui a mal tourné. C'est Ouais, ça. exactement. Et sur quelques mots, quelques lignes. Et moi je me sens respecté. Quand tout est beau, tout est bien joué, la musique, quand tout, il y a une espèce de symphonie qui tient la route, tu fais ah, voilà, merci film, tu me respectes et c'est cool. Ça, plus le fait que c'est aussi à la fin où tu vois que l'aboutissement final de la tâche qui devient surpuissant de fou et tu te dis, ouais, il va être phénoménal quoi, comme méchant. Quoi. C'est Donc, ça. voilà. Et voilà, ultime point, c'est Gwen qui forme une équipe, qui va chercher des anciens alliés, donc ça fait plaisir. On retrouve ceux du premier, parce qu'on n'a pas parlé de la trajectoire du Peter B. Parker. Oui, c'est vrai qu'on revoit Peter B. Parker. Du Bien coup, sûr, on l'a vu dans la bande-annonce, qu'il y a un enfant, effectivement. Et voilà, et il y a des passages très touchants avec lui, Ouais, et puis voilà, évidemment. il est réembrigadé. Et Spider-Man noir, j'avais peur qu'on le voit pas, mais on le voit très furtivement à la fin, tu sens qu'il va revenir dans l'équipe pour aider Miles. Donc ouais, ça nous promet de beaux jours et une grosse Il y a bataille. un truc qu'on n'a pas dit, c'est Gwen, elle a réussi à vaincre plus ou moins la destinée des Spider-Man. Parce que la destinée des Spider-Man, c'est de perdre quelqu'un de son entourage qui devient capitaine de police. Sauf que le père Elle de a Gwen- perdu Peter, qui était son meilleur ami. Ouais, elle a perdu Peter qui était son meilleur ami, mais le capitaine qui est son père et qui allait devenir capitaine aurait dû mourir, mais sauf qu'il dit ah bah non, finalement j'ai démissionné. Du coup, elle a cassé cette destinée. Parce Donc, qu'elle je a pense- révélé son identité. c'est Ouais. ça. Et donc, c'est Elle a brisé le cercle. Ouais. il y a ce truc de tu révèles ton identité, tes parents le prennent mal et en plus ils vont mourir. Et là, elle a tout cassé. Ses parents, son père l'a bien pris et en plus il va pas mourir parce qu'elle a démissionné. Donc il y a ce Donc c'est truc. elle, la notion d'espoir. C'est elle l'espoir du truc qui se dit c'est faisable. On n'est pas. Je pense qu'il va y avoir ce truc de. Je pense que ça va être un gros thème du prochain film, la destinée. Contrôler sa destinée, ouais. Contrôler sa destinée, de dire bah voilà non, tu n'es pas obligé, tu n'es pas condamné à subir. Le destin n'est pas immuable, même si le monde entier l'a subi, toi tu peux passer outre, etc. Et même je pense aussi avec le méchant Miles Morales aussi de dire il va y avoir cette notion de Ouais, ce qu'ils t'as vont mal dev- tourné, mais c'est pas fini. Oui. Tu peux encore revenir sur la voie du bien. Exactement, ouais. Je pense. Non, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci, Ouais. ça promet de beaux jours. Non, hâte de voir la suite. Mais quand, je ne sais pas, c'est ça la question. Eh ben, écoutez, en tout cas, faites-vous votre avis par vous-même, bien sûr. Allez voir le film, franchement, là, pour le coup, je pense vraiment, sincèrement, qu'il Oui. vaut le coup. Et puis, à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao, ciao. Ciao.